Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous au 39 21 dans un instant, Nicolas Hulot, ministre François Hollande y pense. Bonne ou mauvaise idée? Appelez-nous au 39 21. Mais d'abord Jean-Michel, d'abord la réforme de l'orthographe. Eh oui, nous en avons parlé avec Alain Ray qui est revenu avec nous dans le studio d'Europe Midi. Des petites choses vont être modifiées. On n'écrira plus oignon de la même façon. On mettra plus des accents circonflexes là où on en mettait jusque-là. Sacrée révolution quand même. Bonjour Thérèse. Bonjour. Vous êtes à Bois-le-Roi, en Seine-et-Marne. Oui. Écoutez, j'ai passé ma vie dans les petites graines, les semences. Oui. Alors, une grande maison, première sélection du monde, puisque j'étais dans le métier en 1950, mais j'ai un vieux dictionnaire de 1946 Oui. où le mot oignon n'avait pas de i. En 1946. Oui, monsieur. D'accord. Et moi, j'ai toujours écrit oignon sans i, d'ailleurs. Ça m'a marqué. Et donc, alors, par contre, les oignons à bulbes que l'on mange, hein, les oignons rouges, les oignons blancs, Oui. tout ça, c'est sans i. Par contre, les oignons à fleurs, il y avait un i. Ah, c'est curieux. Il y avait un i. Les oignons de tulipe, oui. Et donc, restez avec nous Thérèse. Et donc Alain Ray, il y a peut-être une raison à ça ou pas? Non, Écoutez, pas je ne vraiment. sais pas. Ah oui, c'est En 74, j'ai toujours mon bon vieux dictionnaire de ma grande maison, que j'adore, toujours. Vous pouvez la citer, hein? C'est Villemorin-Andrieux, D'accord. première sélection du monde. D'accord. C'était comme ça dans les années 40, 50, enfin bien avant même. Alors, donc, j'ai toujours le dictionnaire également des années 74, et je viens de regarder, 74, ils ont remis le i. Ah, ouais. C'est rigolo, hein. Ah oui, c'est marrant, ce chasse au i. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ah, oui. Donc, C'était simple. il Alors, n'y a rien de très... Je ne suis pas choquée du tout Oui. d'enlever le i à oignon. D'accord, J'ai bon. toujours écrit oignon sans i, Sans tout le monde i. se foutait de moi, mais j'ai dit, moi, c'est marqué sur mon dico Villemorin. Vous avez devancé la réforme Voilà. de l'Académie française. Restez Voilà. avec nous, Thérèse. Donc, vous voyez, Alain Bien sûr, Ray, bien sûr. l'Académie n'a rien inventé. Ce sont des habitudes, l'Académie n'a rien inventé, mais l'Académie, là, est allée dans le sens de la simplicité, parce que le i n'est pas vraiment utile, ou alors on peut écrire O-N-I-O-N sans le G, si on veut. Et ce que montre aussi ce que nous dit Thérèse, parce que la langue, c'est un usage, on l'écrit comme on veut, finalement. Voilà, c'est un usage. C'est un usage partagé, donc c'est pas vraiment comme on veut, ça dépend qui est on. Si c'est moi, je, non. C'est pas à une personne de régler les choses, c'est collectif. Et ce n'est pas, même une communauté prestigieuse comme l'Académie française ne peut pas remplacer cette communauté beaucoup plus importante et qui a un millénaire d'existence et qui s'est formée au fil des ans et qui est la nation française. Voilà, c'est ça, la langue est quelque chose de collectif et de partagé, et intervenir dedans est extrêmement difficile, sauf quand on a affaire à une langue nouvelle ou à une langue qui est complètement bousculée, comme l'hébreu quand il est passé de l'hébreu de la synagogue à l'hébreu de tous les jours et à l'hébreu parlé avec l'État d'Israël. Là, on peut faire des modifications puissantes. C'est vrai que quand les Turcs ont changé d'écriture, ils sont passés de l'écriture arabe à l'écriture latine, la nôtre, ça c'est une vraie révolution. Oui, bien sûr. Mais on ne va pas faire ça avec, Non. dans un pays où tout le monde sait lire et écrire, plus ou moins bien. C'est vrai que c'est assez mal. Et le seul objectif doit être de faire en sorte qu'on puisse apprendre à écrire plus facilement et mieux. Non. Et le point de départ est difficile, avec des fantaisies comme le i de oignon qui apparaît et disparaît comme un ludion dans les On n'aura dictionnaires. jamais au fil autant des parlé ans. d'oignons Et si qu'aujourd'hui. J'ai 200 dictionnaires chez moi, Ouais. je vais avoir des oignons de toutes sortes et de toutes les couleurs dans mes dictionnaires. Bon, et les accents, Thérèse, ne plus mettre certains accents circonflexes, ça vous chagrine plus ou pas? Écoutez, je m'en fiche Bon. totalement. Je m'en sers pas beaucoup. Ah, ça c'est dommage, Thérèse. Oui, je sais bien. Regardez votre nom, Thérèse. Le Oui, premier ça, c'est j'y accent tiens. aigu, le deuxième c'est accent grave. Ça veut dire qu'il faut dire Thérèse Oui, et je non sais. pas Thérèse. Je l'aimais bien. Alors, je l'aimais bien sur mon prénom et surtout sur mon nom. Je regrette aujourd'hui, avec tous vos engins, vous avez vos écrans, Oui. il n'y a pas d'accent sur le E majuscule parce que dans mon nom de famille, il y a un E majuscule et on m'appelle différemment et ça me plaît pas beaucoup. D'accord. Ah ben d'accord. vous avez bien raison, Alors, il faut garder son nom en entier. Il doit y avoir dans les claviers effectivement la possibilité d'écrire un majuscule avec un accent, mais encore faut-il non. avoir la petite clé, mais Oui. on essaiera ça de... viendra. Voilà, c'est ça, on essaiera de la... Oh, je suis très optimiste. Allez, ça viendra. C'est très bien. Merci beaucoup. Voilà. Merci Eh bien, beaucoup.
Bon après-midi à vous. Oui, bon monsieur. après-midi Thérèse, Au merci, revoir. merci de nous avoir appelés. Maxime. Oui, il y a pas mal de réactions, évidemment, sur Twitter et sur les réseaux sociaux. Il y a une réaction que je voulais vous donner à l'arrêt. Christian Estrosi dit, par exemple, « Refusons la réforme absurde de l'orthographe et le nivellement par le bas ». Est-ce que c'est un nivellement par le bas ? Non, bien sûr que non. C'est pas un nivellement par le bas, c'est pas non plus un nivellement par le haut. Je pense qu'on nivelle pas grand-chose. On écrête un petit peu des difficultés qui sont parfaitement limitées dans le temps, et c'est pas évidemment ça qui va. Alors, Christian Estrosi réagit en politique, c'est-à-dire que puisque ça vient d'un certain côté, c'est forcément mal. Oh, l'Académie française, c'est pas... L'Académie est neutre au point Ouais, de vue, c'est ça. au point de vue Ouais. politique, mais ça vient pas vraiment de l'Académie française. En réalité, ça vient de l'université française, D'accord. parce que l'Académie n'a fait que reprendre et d'amplifier un mouvement qui était très raisonnable et qui était l'orthographe française est compliquée, est emmerdante, c'est difficile à apprendre, on fait des fautes. Est-ce qu'on peut pas faire en sorte que ça soit mieux ? Mais pour ça, c'est pas en changeant l'écriture de oignon ou de nénuphar qu'on va faire des progrès considérables. Et je reviens sur un problème de sens. Écréter n'est pas nivelé ? Écréter n'est pas nivelé, parce que nivelé, c'est la totalité, c'est l'encéphalogramme plat. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit qu'il n'y ait pas des difficultés ponctuelles qu'on peut repérer et auxquelles on peut remédier. Donc en soi, l'idée est bonne. Cela dit, l'application est extrêmement difficile, parce que c'est appliqué dans les manuels scolaires, où ça va l'être, mais ça ne le sera pas dans les journaux et dans les quotidiens et dans les magazines, et encore moins chez les écrivains qui n'en font qu'à leur tête, et ils ont bien raison, parce que quand Céline écrit, il ne s'occupe pas de savoir ce qu'il y a dans les dictionnaires, il s'en fout complètement, et il crée de la beauté par le langage, c'est autre chose. Alors, deux précisions. Pour faire un E majuscule avec un accent aigu, il faut faire la touche Alt On peut, et 144. Hein, il faut appuyer sur 4 touches en même temps et vous avez un accent aigu. Et si vous voulez un accent grave, vous faites on a tous les accents. Alt et 212 et vous avez un accent aigu avec une majuscule. Et puis la deuxième précision, c'est une auditrice qui m'a envoyé un SMS, donc c'est une auditrice un peu particulière. L'étymologie d'oignon, qui vient du latin oanum, donc le i, voilà pourquoi il y a un i. Voilà. Oui, mais oui, c'est ça. Donc il y a toujours une explication. Mais il y a à ceux énormément qui nous de paraît lettres très étranges. étymologiques. Quand vous dites un loup et quand vous dites Jean-Loup, il n'y a pas de P, le loup, il y a un P, parce que lupus en latin, il y a un P, voilà. Donc là, c'est utile, les mots, les lettres qu'on ne prononce pas, parce qu'elles nous rappellent l'existence. Par exemple, le doigt, vous l'écrivez avec un G, Oui. Personne, et l'Académie, toute la première, ne dira pas on va supprimer le G, qui ne se prononce pas, parce qu'il nous rappelle digitus, et ça fait le lien entre doigt et digital. Voilà, donc c'est pas inutile. Ça apporte une information. Oui. Mais apportant une information, en même temps, ça complique la vie à ceux qui ont à écrire. Donc il faut choisir entre avoir L'enfant qui l'information entend ou doigt, simplifier. il va pas écrire OU, puisque c'est OI qui se prononce OU. Ça, sur les SMS, c'est sûr que quand on a 15 ans, on n'écrit pas doigt, D-O-I-G-T. Maxime ? Une petite parenthèse, qui est cette auditrice mystère qui vous envoie des SMS pendant Je ne vous le l'émission ? dirai pas, mais voilà, c'est une auditrice qui nous écoute. J'aurais essayé. Vous aurez essayé. Bonjour Tessa. Oui, bonjour. Alors vous êtes à Paris, vous avez 21 ans. Oui. L'orthographe alors, cette réforme, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, je suis pas d'accord parce que quand j'étais à l'école, moi, l'orthographe, je faisais très attention parce que déjà, j'adore lire et que Oui. apprendre les nouveaux mots. Moi, la langue française, quand je voyais des mots qui étaient étranges, moi, je m'étonnais et puis j'adorais ça. Justement, aussi, comme je suis dans la génération Internet, je pouvais chercher très facilement d'où venait l'origine, l'orthographe, etc. Vous avez la passion Et, des mots en fait, Tessa. Je suis pas un puits de science sur les mots, mais vous aimez les mots toujours, voilà, j'aime beaucoup ça. En plus, tout ce qui est jeu de mots, j'adore ça. Donc, C'est ça super, vient de- ça. S'il y avait plus de gens comme Tessa, il y aurait moins de problèmes pour l'orthographe. C'est formidable d'aimer les mots. Mais c'est un problème d'amour, j'allais dire. C'est ça, parce que si un enfant a du mal à écrire en français, c'est qu'il s'en fout. Et malheureusement, les adultes sont souvent dans la même situation. Il y a une espèce d'indifférence vis-à-vis de notre langue. Pourtant, on en a un besoin absolu. Et sans notre langue, on n'est plus rien. On n'est plus que des singes supérieurs. Donc, c'est quand même pas... c'est la langue qui nous fait des êtres humains et qui permet de communiquer et de s'exprimer. Donc, aimer les mots et aimer les mots de sa langue, c'est une nécessité absolue. Et si on les aime, à mon avis, on les respecte. Et même si on fait quelques écarts,
c'est pas ça qui est très grave. Ce qui est important, c'est d'avoir le plaisir des mots et d'avoir l'idée de l'image des mots. Quand on apprend une langue étrangère, qu'est-ce qu'on a dans la tête? On a très souvent l'orthographe du mot. Et c'est pas la prononciation qui est la première. Parce que, en fait, le mot, c'est une œuvre d'art. Et une œuvre d'art, ça se contemple. Et quand on la contemple, on n'a pas envie de la modifier et de l'y toucher. Donc c'est vrai que cette réforme, elle va un petit peu à l'encontre du sentiment profond. Et ça, c'est assez ennuyeux. Cela dit, simplifier les choses et les rendre plus accessibles, c'est quand même une très bonne idée. J'imagine, Tessa, qu'avec vos amis, vous communiquez beaucoup par SMS, par exemple. Oui. Et ça vous agace si vos amis ne respectent pas l'orthographe? Il y a des codes de langage quand on communique par SMS qui sont quand même... J'ai tendance à tiquer sur ce genre de faute. Après, comme il y a tellement... Enfin, je vois pas mal de monde qui le fait, et reprendre les gens, je sais que ça énerve, parce que il m'arrive souvent de reprendre, donc je me retiens, mais j'ai une amie qui faisait beaucoup de fautes d'orthographe, et même à l'oral, elle faisait des fautes, je la reprenais de temps en temps, elle me dit c'est bien, t'as raison, parce que ça m'apprend en plus, et maintenant elle en fait beaucoup moins. Elle a tendance aussi à tiquer quand on fait des erreurs, et moi, quand j'écris en langage SMS, etc., j'en écris pas justement en langage SMS, je fais toujours l'effort d'écrire la bonne orthographe. D'accord. Parce que déjà, j'encourage justement les jeunes à écrire avec la vraie orthographe. Ça met pas plus de temps de rajouter un cédit à ça, par exemple. Vous avez raison. Vous avez raison. C'est un beau plus... combat. Vous défendez un peu la langue, de toute façon, c'est un beau combat. C'est bien. Merci beaucoup, Tessa, d'avoir apporté votre témoignage sur cette réforme de l'orthographe sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour. Vous êtes à Fleury-d'Aude, dans l'Aude. Oui, c'est ça, voilà, entre Narbonne et Béziers. Entre Narbonne et Béziers. Et l'orthographe, alors? Alors, moi, j'ai une fille de 7 ans qui est dans une école occitane, qui s'appelle Calandrette. Et voilà. Et donc, quand elle est aujourd'hui en CE1, elle a commencé au CEP à apprendre à lire et à écrire en occitan. Donc, moi, je m'y suis mise avec elle. Et c'est là en CE1 où elle apprend à écrire et à lire en français. Et je savais que la langue française était une langue difficile, mais par rapport à l'occitan où chaque association de lettres n'a qu'un son, chaque son s'écrit que d'une façon, je remarque vraiment aujourd'hui que le français est compliqué quand je lui explique des règles, je lui explique une règle et juste après on va tomber sur un mot où en fait la prononciation c'est pas ce que je lui ai expliqué mais c'est autre chose. Oui, bien sûr. Et là, elle apprend le an, donc le an c'est EN ou AN ou avec un M quand il y a un P ou un B. Et c'est vrai que je trouve que ça... Pour un enfant, c'est très compliqué. Et justement, voilà. vous me suggérez une question, Nathalie. Pourquoi la langue française est-elle aussi complexe? Il y a une raison historique et qui est bien soulignée par ce que vient de dire Nathalie, c'est que en occitan, c'est une langue romane pure, c'est-à-dire que comme l'italien, comme l'espagnol, comme le portugais, elle dérive du latin et les influences d'autres langues, de langues totalement différentes, sont extrêmement faibles. Alors que le français est une langue hybride. Elle part elle aussi du latin, mais avec des modifications très grandes qui sont dues au substrat. Ce qu'on appelle le substrat, c'est la langue qui est parlée avant et qui était le gaulois, donc une langue celtique, et aussi à un apport très très important des germaniques, parce que les francs, le mot franc c'est un mot germanique, ça n'est pas un mot latin, et les francs avaient une langue qui a disparu mais qui est l'ancêtre du néerlandais actuel, et naturellement ça a perturbé toutes les façons d'écrire, et il est arrivé la même chose aux Anglais, parce que les Anglais ont une langue qui au départ est purement germanique comme l'allemand, mais qui est mélangée de latin après, donc ce mélange fait que l'orthographe ne ressemble plus à la façon de prononcer. Donc ça, c'est une raison très très profonde et qui a 1000 ans d'existence. On ne peut pas faire grand-chose contre ça. On ne s'attaquera pas à ça, c'est ça. On ne s'attaquera pas à ça. Je le dis toujours, le français est la langue romane qui est la plus germanique de toutes, et l'anglais est la langue germanique qui est la plus romane de toutes. Donc voilà, d'où des ressemblances assez profondes entre l'anglais et le français, qui n'étaient pas prévues au départ, où c'est deux langues de famille différentes. C'est assez formidable de vous écouter raconter tout ça, bien sûr. Donc Nathalie, il faudra dire à votre fille, il faut faire avec. Le français, c'est plus compliqué que l'occitan. Mais
j'ajouterais que c'est très très bien d'être bilingue et d'avoir une langue parlée en France qui est l'occitan plus le français, parce que au départ ça peut donner des difficultés parce qu'il y a des interférences entre les deux langues qui ont quand même des tas de mots qui se ressemblent, mais à l'arrivée ça va donner une richesse plus grande, et je suis persuadé que quelqu'un qui est capable de bien écrire en occitan va être capable de bien écrire en français et de faire la distinction entre les deux langues. C'est la même chose pour les Bretons dans les écoles d'Iwan, c'est la même chose pour les gens qui parlent basque aussi, et alors que le basque est une langue insensée qui est complètement différente de toutes les autres et qui est la plus ancienne parlée en Europe, qui continue à être parlée. Ça, vous devez en savoir quelque chose. Absolument. Donc, voilà. Et je trouve que ce bilinguisme interne à la langue française, c'est le fameux problème des langues de France. Et ça, c'est mon point de vue personnel. Je sais qu'il est combattu par beaucoup de gens. C'est que plus on sera bilingue et mieux on respectera et on aimera la langue française. Je ne sais pas pourquoi des gens combattent ce que vous venez de dire, mais moi je serais plutôt d'accord avec vous. Merci Nathalie d'avoir participé à notre réflexion sur l'orthographe. Merci Alain Ray de nous avoir apporté votre science inépuisable des mots et du français. Oh non, elle est vite épuisée, je vous assure. Et nous étions très heureux de vous accueillir dans Europe Midi. À suivre, l'autre sujet, Nicolas Hulot. Est-ce que vous souhaitez qu'il devienne ministre ou pas? Drôle de question, François Hollande en a bien envie. On en parle dans une minute. Pour rapporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et à l'instant, un message sur Twitter avec le hashtag 1 midi. Non. Non, quoi? Non, c'est ce que nous dit Christophe. Avec un accent circonflexe ou pas? Non, pas de Nicolas Hulot au gouvernement. C'est pourtant visiblement ce qu'a envie de faire François Hollande, qui lui a proposé hier, information que vous a révélée Europe 1, et on a eu envie d'avoir votre avis au 39-21, Hulot ou pas Hulot. On vous écoute. Moi, ce qui m'étonne le plus, parce que je regarde ça quand même depuis quelques années, c'est que Nicolas Hulot hésite. Jusque-là, parce qu'il a été sollicité souvent, jusque-là, il disait tout de suite non. Non. Et là, il ne sait pas trop quoi répondre. C'est ça, d'une certaine manière, l'info. Je peux d'accord avec David Doucan, d'ailleurs, à mon avis, il finira par répondre non. Mais enfin, attendons qu'il se décide. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Vous êtes à Cossé-Diège, dans l'Aveyron. Voilà. Voilà. Alors, si Nicolas Hulot devient ministre, vous êtes content ou vous n'êtes pas content? Alors, personnellement, c'est pas une histoire de content ou pas content. Je trouve que ce serait dommage pour lui, parce que ça me gêne pas qu'il ait des missions ponctuelles techniques. En général, il s'en acquitte de façon fort intéressante. Par contre, être ministre, cela nécessiterait une solidarité gouvernementale. Et connaissant la pensée de Nicolas Hulot et ses visions qui sont quand même très antilibérales et très anticapitalistes même, je vois vraiment pas ce qu'il aurait à faire à soutenir, par sa présence comme ministre, un gouvernement qui est complètement social-libéral. Je pense qu'il est plus proche de Besancenot que de Macron. Et je pense surtout que par derrière, il y a une petite opération politique de M. Hollande qui vise à remplacer Mme Taubira, icône de gauche, par une icône écolo. Ah oui, ça c'est possible que François Hollande ait un petit calcul politique, oui, ça c'est sûr. Donc le conseil que vous donnez à Nicolas Hulot, c'est non, voilà. Eh ben, c'est se réserver pour des meilleures occasions, parce qu'en plus, il s'agit d'un gouvernement qui est quand même largement aux abois. Oui, ça, on a compris que vous ne le portiez pas vraiment dans votre cœur. Meilleures occasions, c'est-à-dire 2017 ? Alors 2017 ou 2022, je ne sais pas, l'histoire le dira, mais un moment où il aurait effectivement une solidarité gouvernementale possible et des actions globales qui soient en conformité avec sa pensée qui, me semble très élaborée et nettement au-dessus de la plupart des pensées politiques actuelles. Bon, donc vous êtes prêt à voter pour lui en 2017 ? Ah oui, tout à fait. Oui, d'accord. Bon, très bien. Merci Jean-Pierre de nous avoir livré cette analyse politique clé en main. Et je vous souhaite une bonne journée à Aveyron. Bonjour Gwenaël. Bonjour. Vous êtes à, je ne sais pas si on prononce comme ça, Ansu-la-Redonne, c'est ça ? Ansuès. Ansuès, d'accord. La Redonne, voilà. Dans les Bouches-du-Rhône. Absolument. Alors vous, si Nicolas Hulot devient ministre, comment vous réagissez ? Alors, si Nicolas Hulot devient ministre, ce ne sera pas forcément une mauvaise chose pour le court terme, pour la France, pour un certain nombre de choses, mais c'est vrai que c'est assez casse-gueule. Je ne parle pas de lui, mais je parle de l'écologie politique en général. Casse-gueule parce que finalement, ce qui est le plus important aujourd'hui à mes yeux, c'est de faire comprendre qu'on a besoin que ce sujet environnement et développement durable soit porté politiquement. C'est pas que le protéger les petits papillons dont on parle, c'est changer de modèle. Oui. Et enfin, finalement,
Que ce soit la gauche ou la droite, tout le monde peut dire oui, mais moi j'aime bien l'environnement. Le sujet n'est pas là. Tant qu'ils changeront pas de modèle, tant qu'ils voudront pas aller vers un changement de modèle à la fois réglementaire, fiscal, etc. De toute façon, ça marchera pas et ce sera contre-productif. Et je crois que c'est notamment pour ça qu'il y a beaucoup de monde en France qui se disent mais oui, c'est vrai, on va dans le mur, il faut changer des choses, et qui suivent pas, notamment ELV. J'en parle d'autant plus volontiers que je suis adhérent, parce que on voit qu'on reste dans une logique un peu politicienne. Donc, il faudrait que quelqu'un arrive à fédérer tous ces gens qui veulent changer de modèle. Ça peut être Nicolas Hulot. Je pense qu'il a acquis cette légitimité, justement. Il est plus petit papillon avec ce qu'il a fait sur la COP21. On a vu que c'était quand même un gars sérieux, qui avait une vision. En plus, ça manque de donner une vision à notre pays aujourd'hui. Maintenant, ma question, je revois enfin un peu l'auditeur précédent. Est-ce que il va pas se retrouver dans un gouvernement qui lui laissera pas les coups des franches, ou en tout cas dans lequel il sera obligé de faire des il y a de la solidarité, oui, bien sûr. Il y a de la solidarité. Si vous êtes dans une équipe, vous êtes solidaire. Bah oui, c'est évident. Et les sujets sur lesquels il y a de la crispation, je veux dire, c'est pas pour emmerder le monde qu'on peut être crispé sur Notre-Dame-des-Landes ou d'autres choses. C'est que ces gros projets-là, qui nous embarquent dans la mauvaise direction à long terme, bien sûr qu'il ne faut pas les faire. En tout cas, pour vous, Gwenaël, y aller maintenant, ce serait griller des cartouches pour plus tard. Vous êtes un peu d'accord avec Jean-Pierre, quoi. Je suis un peu d'accord avec Jean-Pierre, sauf si, y aller maintenant, il arrive à être, d'une part assez clair avec François Hollande et Valls sur le fait qu'il doit avoir une liberté de parole, et sur si, à travers ça, il arrive à faire comprendre, parce que ça c'est le plus important, il arrive à faire comprendre à tous les colibris, à tous les FNE, à tous ces gens-là, que la défense de l'environnement, elle passe par un engagement politique. Je crois que ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est cette manière qu'on a tous de considérer que finalement, il n'y a pas besoin de politique pour l'environnement. Ça, c'est faux. Bon, ça, au total, votre conseil, c'est plutôt, si vous deviez en donner un à Nicolas Hulot, n'y va pas, c'est ça ? Je voudrais bien qu'on en discute, voilà. Mais il peut y aller, mais sous condition et en faisant vraiment attention à l'enjeu principal qui est de faire en sorte que réémerge, appelez ça comme vous voulez, une voie politique qui s'appelle l'écologie politique, mais qu'elle soit à la fois dissociée de la droite et de la gauche actuelle, qui de toute façon, les partis actuels ne représentent plus ni la droite ni la gauche, mais qu'elle porte vraiment, qu'il fasse émerger une vision politique qui porte un projet de société. Si le fait d'être ministre aujourd'hui, s'il arrive à imposer cette vision-là au gouvernement en disant il y a une autre voie, il y a un autre projet de société possible. Il ne sera pas Premier ministre. Oui, c'est ça. Mais donc il vaut mieux pas qu'il y aille. Oui, c'est ça. Parce que sinon, Manuel Valls, il va dire tu vas pas parler de tout, c'est moi le boss ici. Donc votre opinion, c'est plutôt qu'il n'y aille pas. Si je comprends bien. Parce que voilà, il y a quand même un chef dans un gouvernement. Bon Dieu. Donc ça marche. Merci beaucoup, Gwenaël. Et je vous souhaite une bonne journée dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour, Pascal. Bonjour. Vous êtes à Saint-Cendré. Saint-Cendre. Charente-Maritime. Charente-Maritime, voilà. Alors, pour moi, la nomination de Nicolas Hulot au poste de ministre de l'écologie, ça s'apparenterait plutôt à une manœuvre politique de la part du président Hollande, qui a une action de fond et une volonté d'une réelle politique écologique, quoi. Moi, je pense que même s'il en a la légitimité pour ce poste, Nicolas Hulot, en un an, il est impossible d'entreprendre une action de fond dans le domaine de l'écologie. Je pense que, par exemple, des sujets comme la politique énergétique, ça se fait pas à coup de baguette magique en un an. Faut qu'il y ait un ministre de l'écologie qui mette ça en place, mais avec une vision à long terme, qui s'installe pendant 3-4 ans avec ses équipes, à bouleverser un peu les choses. Et il faut du temps, quoi, pour tout ça. Donc, en un an, c'est pas possible de partir sur des bases nouvelles et de faire un boulot de fond, quoi. Moi, je pense que si Nicolas Hulot accepte ce poste, il sera plus crédible quelque part, parce qu'il montrera que sa seule volonté ou sa seule ambition, ça serait de devenir ministre un jour, point à la ligne, quoi. Donc ça serait du dégât d'image pour lui, et uniquement un bon coup pour François Hollande. Du dégât d'image pour lui, et puis en plus, je dirais, quelque part, il grillerait pour l'avenir, parce que il serait compromis avec Hollande et il n'aurait pas les mains libres pour avoir la parole après, et puis peser aussi, que ce soit en étant candidat ou à l'extérieur, mais au niveau de la prochaine campagne électorale, quoi. Vous aimeriez qu'il soit candidat en 2017, vous, Nicolas Hulot, Pascal ?
Non, moi pas vraiment, non. Je pense que l'écologie, c'est pas un sujet en tant que tel dans un parti politique. C'est-à-dire que tous les partis politiques doivent avoir une vision écologique, mais quelqu'un qui ne parle qu'écologie, à mon avis, il a un champ de vision un peu trop restreint, quoi. Voilà. Moi, je vais vous dire, par exemple, l'écologie, ça touche aujourd'hui le monde agricole. Moi, quand je vois du porc à 1,59 € vendu en grande surface, 1,59 € découpé aux consommateurs, pour moi, en termes écologiques, on marche complètement sur la tête, quoi. Ça veut dire que ça veut dire que c'est pas des bêtes qui sont élevées dans des bonnes conditions. Ça veut dire que on vend ce porc dans grande distribution au prix où les agriculteurs, eux, devraient le vendre, ou l'éleveur devrait le vendre. Ça aussi, c'est de l'écologie. Alors quand on reste que dans l'écologie, non, l'écologie, c'est aussi de l'économie. Comme aujourd'hui, je pense que la crise paysanne, c'est de l'écologie. Voilà. Donc votre opinion, c'est qu'il n'y aille pas. Merci beaucoup Pascal de nous avoir appelé de Charente-Maritime et où je vous souhaite une bonne journée. Donc réponse de Nicolas Hulot. Demain, s'il écoute les auditeurs d'Europe 1, il n'y a pas photo. Il vaut mieux qu'ils disent non. Et nous reprenons notre dialogue demain à 13h10 par l'intermédiaire du 39-21. Les découvertes d'Europe Midi, ce sera dans 2 minutes avec toute la bande. Aujourd'hui, on vous emmène à Nantes pour la folle journée de Nantes. Quelques idées pour la Saint-Valentin aussi. Tiens, ça se rapproche. Quelques ventes aux enchères et nos coups de cœur télé. À tout de suite.